Did you know with the Sam's Club app, you're technically in the club, no matter where you are? Like, this is a club. This is also a club. And this is a club. My bad. Come join us. Sam's Club. Salut chères personnes abonnées, bienvenue à votre 27e épisode spécial. Je prends le temps avant de commencer, comme d'habitude, de vous remercier pour votre soutien pour le podcast. C'est toujours apprécié, puis on est rendu une bonne gang, donc c'est vraiment là, ça motive beaucoup à continuer le podcast. Donc on va dire que vous êtes ceux qui permettent à tous les autres d'écouter un épisode régulier chaque semaine. Donc je vous remercie beaucoup à mon nom, mais au nom aussi de toutes les personnes qui profitent. Je dis ça en toute humilité, là, mais de toutes les personnes qui profitent des épisodes réguliers, je reçois beaucoup de témoignages, puis vous êtes en partie responsable de soutenir ce podcast-là, donc merci beaucoup, c'est super apprécié. Aujourd'hui, je réponds à 5 questions que j'ai reçues. La première question, elle vient de Guy, donc il me dit « En passant, des économistes pensent que le SP500 va monter de 3% par année au cours des prochaines années. Qu'est-ce que tu en penses? Merci. » J'ai répondu « J'en pense rien. J'essaie pas de prédire le futur. J'investis tout simplement là, de façon régulière, peu importe les nouvelles. Je fais du dollar cost averaging, donc le même montant chaque mois. Ce que je sais assurément, c'est que les statistiques montrent que les experts, j'ai mis experts là, en guillemets dans ma réponse, se trompent la plupart du temps. Là. On parle pas de 50% qui se trompent. On parle de 90% des experts qui se trompent, même si je ne me rappelle plus la statistique exacte, là, c'est plus que 90% des experts qui se trompent. J'ai mis une citation, un bout d'article en fait, en citation. Je vous le lis en anglais, puis après ça, je vous le résume en français. The New York Times found that, je vais vous le dire en français tout de suite finalement, ça va être plus simple. Le New York Times, donc un journal très connu aux États-Unis, a trouvé que depuis les années 2000, si on avait suivi les experts de Wall Street, là, ça aurait été aussi bon que de tirer des dards. Donc, de 2000 à 2023, l'expert moyen de Wall Street s'est trompé par environ 13,8% de pourcentage annuellement, ce qui les rendait pratiquement inutiles. Il parle des experts. Donc, en moyenne, là, les experts de Wall Street sur 23 ans se sont trompés en moyenne de près de 14% dans leur estimation. Donc, ils disaient qu'il allait avoir, exemple, moins 10%, mais en moyenne, le marché faisait 4%. Ou ils disaient moins 10, ça faisait moins 24. Vous comprenez le principe? Ça, c'est en moyenne. Il y en a peut-être qui ont eu la bonne réponse, mais en moyenne, les experts se trompent de près de 14% sur 23 ans. Donc, à chaque année. Donc, c'est quand même... Tu sais, je reçois ce genre de questions-là tellement souvent sur le bon moment d'investir selon l'actualité, puis ma réponse est toujours la même. Il faut juste être constant. On fait fi du bruit et on investit sur le long terme. Donc, que ce soit Trump, que ce soit la guerre en Israël, la guerre en Ukraine, peu importe les nouvelles, on investit sur le long terme, on respecte la stratégie puis on n'essaie pas de timer le marché. Si vous voulez le faire avec un pourcentage de votre portefeuille, 5, 10, 15% dans des actions individuelles ou juste d'essayer de timer le marché, c'est correct. Mais la plus grosse, c'est pas correct, là, mais c'est acceptable, on va dire. Mais la plus grosse partie de votre portefeuille devrait être investie selon une stratégie d'investissement claire qui n'est pas basée sur les nouvelles économiques. Deuxième question vient de Léo. Bonjour, j'aimerais investir dans un FNB à faible risque pour mettre mon fonds d'urgence et un peu de capital là, qui doit être accessible aussi à court terme pour des projets qui sont dans moins longtemps. Mon fonds d'urgence est actuellement dans un compte épargne à 1,5%. Mon plan, c'était d'aller vers un FNB d'épargne à intérêt élevé. Après quelques recherches, j'ai ciblé 2 FNB comme ça, soit Cash et XFR. Il dit qu'il comprend bien le principe de Cash, qui investit dans des comptes épargne à intérêt élevé à travers le Canada. Il s'agit donc réellement d'un FNB d'épargne à intérêt élevé. Par contre, pour XFR, il dit qu'il s'agit d'un FNB de type Floating Rate Index et le FNB investit plutôt dans des obligations principalement gouvernementales. Il croit que ces 2 FNB-là ont un fonctionnement semblable, mais il n'est pas certain de comprendre toutes les subtilités d'un FNB comme XFR, de Floating Rate Index, et ce que ça implique d'investir dans un FNB d'obligation. Il se demande donc s'il y a des différences concrètes à connaître entre Cash et XFR et utilement si un des 2 FNB pourrait être à privilégier.
Il sait aussi que ces types de FNB-là ne sont plus autant avantageux qu'avant en ce moment avec la baisse du taux directeur. Donc, il m'écrivent là quelques mois, années, Léo. Mais il ne voit pas vraiment d'autres options pour investir en bourse en visant un bon rendement tout en minimisant là, les risques pour avoir un fonds d'urgence qui est toujours disponible aux besoins. Donc, il me remerciait, puis il me remerciait pour le podcast également. Donc, ma réponse à Léo, je disais, je suis content que le podcast lui plaise. Pour Cash, donc le FNB CASH, comme il l'a dit, c'est assez straightforward, là. Il investit juste dans des comptes d'épargne à intérêt élevé, donc le risque est minimal et c'est parfait pour un fonds d'urgence. Tu sais que ton capital est là, puis tu gagnes un peu de rendement, un peu plus de rendement qu'avec ton compte épargne normal. Pour XFR, c'est un peu différent. Ce FNB-là, là, il investit dans des obligations, surtout gouvernementales, et c'est là que ça se corse un peu. Les obligations qu'on appelle à taux flottant, là, comme tantôt en anglais, c'était Floating Rate Index. Donc, j'essaie de me retrouver dans mes notes. Les obligations à taux flottant, ben, ça peut offrir des rendements intéressants, mais sont un peu plus sensibles aux variations des taux d'intérêt. Donc, en gros, si les taux montent, les nouvelles obligations vont offrir de meilleurs rendements, mais ça peut faire descendre la valeur de celles que tu as déjà, donc qui sont déjà en circulation. Donc, de façon générale, si tu cherches à garder ton fonds d'urgence avec le moins de risques possible et une disponibilité immédiate en cas de besoin, ben Cash, ça serait mon choix par rapport à XFR. XFR a bien sûr un rendement potentiel plus élevé, mais avec un peu plus de risques que Cash. Donc, si tu veux vraiment garder ça accessible et sécuritaire, pour moi, Cash, ça semble être la meilleure option, mais si tu as un horizon de 3-5 ans, XFR peut être bien correct selon ton profil d'investisseur. J'ai répondu à Léo un petit bout, mais bien sûr, vous le voyez avec mes bilans. Maintenant, je n'utilise plus Cash, j'utilise le FNB ZMMK pour placer mon fonds d'urgence et mes projets court terme, mais Cash fait bien sûr encore le travail de très bonne façon. Troisième question, Sonia. Sonia a un prélude à sa question assez long. Si on était sur un épisode régulier, je le résumerais dans mes mots un petit peu pour pas que ce soit trop long, mais là, c'est un épisode des abonnés. On a du lousse, on a du temps ensemble. Donc, je vais vraiment vous lire son prélude et sa question au complet parce que ça peut rejoindre certaines personnes. Sonia m'écrit: Salut, je me suis abonné à ton podcast il y a moins d'un mois et j'écoute quelques épisodes chaque jour. J'adore. Vraiment, bravo et merci. Jamais j'aurais le temps ni la rigueur de lire tous les livres que tu nous résumes. J'ai aussi pris l'abonnement payant car je voulais t'encourager à continuer. Merci beaucoup, Sonia. Et en passant, je commence à manquer de temps et de rigueur pour lire des livres aussi. C'est pour ça que j'ai réduit à 2. Et peut-être que dans un an, je vais peut-être réduire à 1, ce qui serait beaucoup plus réaliste là, avec mon rythme de lecture actuel. Donc, avant, je pouvais lire 4, 5, 6 livres par semaine au début. Maintenant, je suis rendu à 1 ou 2 par mois, mais c'est surtout pour le podcast. Donc, si je me respectais avec ce que j'ai le goût de faire, ça serait 1 livre par mois à peu près dans l'année, donc une douzaine de livres. Donc, ça va peut-être se rapprocher de ça bientôt, mais pour l'instant, j'ai encore 1 an d'avance dans mes lectures. J'ai à peu près, ça veut dire j'ai à peu près 26 livres, là, 28 livres d'avance encore. Donc, on devrait être correct pour 1 an ou 2 à garder ce rythme-là. Bref, je continue. Elle m'écrit: Pour ma part, j'ai ouvert un compte de courtage en ligne il y a 3 ou 4 ans. Donc, en 2019, à la suite de ma séparation, j'ai acheté une maison en tant que propriétaire unique. Puis, en 2020, j'ai appris que je devais refaire la fondation de la maison. Coût total de la facture, 200 000 $. Ouch. Étant travailleur autonome, j'ai pas de fonds de pension. J'avais quand même un bon montant dans mes REER, mais je voulais pas puiser dedans. La banque m'a permis de réhypothéquer ma maison, mais avec seulement 75 000 $ de plus, donc je devais financer le reste, 125 000 moi-même. Ma mère, qui était pas riche, avait bien pitié de moi et me donnait 10 000 $. C'est avec ce montant que j'ai ouvert mon compte de courtage avec BNCD. J'ai expérimenté, disons. J'ai acheté des actions et j'en ai vendu à perte. Le classique, quoi. Puis, il y a 2 ans, j'ai lu le livre de Carmen Kong, Elle investit, et là, j'ai compris qu'il fallait que j'investisse dans des FNB indiciels. Depuis ce jour-là, j'ai maintenant plus de 100 000 $ en REER dans mon compte de courtage que je gère moi-même. J'ai encore mon conseiller financier à la Banque nationale et mes frais de gestion sont autour de 1,15 %, ce qui est raisonnable. Tranquillement, je songe quand même à transférer le reste de mon patrimoine vers mon compte de courtage, mais j'ai encore des croûtes à manger. Alors voilà pour mon parcours. J'ai 3 garçons dans la vingtaine à qui je martèle de commencer à investir dans un CELIAP. Et je leur ai parlé de ton podcast aussi, évidemment.
En attendant, on entend ta voix dans le background pendant que je prépare le souper, alors il en attrape des petits bouts. Avant, elle me dit voici ma question, mais avant, je veux juste vous dire, j'ai reçu beaucoup de courriels de jeunes adultes ou de parents qui me disent que leur ado, en fait, ils ont présenté mon podcast aux ados, puis c'est trop long. En fait, ils me disent tu devrais faire des vidéos de 1 minute avec des concepts clés pour vraiment aller chercher là, un peu les plus jeunes, on va dire, qui ont plus la capacité nécessairement toujours d'écouter. Ben, pas la capacité, c'est pas bien dit. Ils ont la capacité de le faire, mais ils n'ont plus l'intérêt des fois. Tu sais, on est vraiment rendu dans tout doit être très court maintenant. Là. Le niveau d'attention, autant des adultes là, que des jeunes adultes ou des ados, est rendu beaucoup plus court. Donc, on n'a pas la faculté encore d'être attentif aussi longtemps qu'avant à quelque chose. Donc, quand je fais des épisodes de 50 minutes, c'est sûr que ça ne rejoint pas tout le monde. Par contre, quand on me dit toujours, hey, tu devrais peut-être faire des vidéos style TikTok là, de 1 ou 2 minutes pour aller chercher un autre public cible, j'ai pas de public cible. Je fais le podcast pour m'amuser. J'ai pas le goût de faire des vidéos, mettre ma face sur des affaires de 1 ou 2 minutes ou de rendre ça pas digeste, là. Mais tu sais, faire ce genre de vidéo-là, c'est un peu vendeur, là. Tu sais, essayer de capter l'attention avec des phrases ou des statistiques frappantes. Tu sais, moi, tout ce que je veux faire, c'est résumer des livres au monde, essayer d'éduquer le monde. Puis quand on veut éduquer des gens, ben ça se fait pas en 1 ou 2 minutes. On peut capter leur attention avec des vidéos d'1 ou 2 minutes pour les amener vers le podcast. Mais rendu là, moi, je fais ça pour le fun. Donc, merci à tous ceux qui me proposent des pistes de croissance là, pour le podcast. Mais ça m'intéresse vraiment pas de faire des vidéos 1 ou 2 minutes, de mettre ma face un peu partout. On va faire des petits podcasts de façon le plus anonyme possible et tenter à travers ça quand même d'améliorer l'éducation financière de mes compatriotes québécois. Donc, finalement, on arrive à la question à Sonia. Donc, elle me dit, mes FNB dans mes CELI dans mon compte de courtage sont peut-être trop éparpillés. Elle dit, par exemple, j'en ai plusieurs qui suivent le TSX ou le SP500. Est-ce que je devrais les consolider dans un seul FNB ou rester ça comme ça? Elle dit qu'elle a aussi 3 FNB dans des semi-conducteurs parce que le rendement est très intéressant. Pour ton intérêt, le montant de 10 000 de ma mère est dans Z580Q6. Bon, ça, c'est un CPG parce que je voulais mettre ce 10 000-là sur mon hypothèque l'an prochain et je voulais pas prendre trop de risques. T'inquiète, je sais que tu n'es pas un expert, je veux seulement savoir ce que toi tu ferais. Je vais peut-être valider ensuite avec mon conseiller, j'ai conseillé de le faire. Il m'a déjà dit qu'il était ouvert à m'aider avec mon compte de courtage. Elle m'a envoyé des images de tous ses investissements et elle me disait merci encore et au plaisir. Je sais que je vous ai dit que je faisais pas trop de montage dans les épisodes, j'essaie de parler vite, dans les épisodes des abonnés. Je viens d'en faire un parce que j'ai pris une gorgée d'eau, puis je sais qu'il y a des podcasts bien naturels là, qui prennent des gorgées d'eau puis tout ça pendant qu'ils parlent, mais je suis pas capable de me faire à l'idée. Donc, mon petit côté perfectionniste. Donc, j'ai pris une gorgée d'eau. C'est pour ça qu'il y a un peu de montage, si vous en êtes rendu compte. Bref, tout le monde s'en fout. J'en suis sûr si j'en fais ou pas du montage, mais je le dis quand même. Donc, ma réponse à Sonia, merci pour tes bons mots et pour l'abonnement, c'est vraiment apprécié. J'espère que ma voix en background saura convaincre tes gars de s'intéresser aux finances. Félicitations d'avoir pris en main tes finances à la suite de ta séparation. Bon, pour ta question, oui, c'est trop compliqué pour rien. J'ai dit voici mes principaux commentaires, puis j'excluais son CPG là, parce que c'était pour des raisons particulières. En gros, elle avait 27 de ses placements dans des semi-conducteurs répartis dans 3 FNB. Elle avait 43 de ses placements dans le secteur technologique dans 5 FNB et 30 de ses placements dans l'indice américain dans 4 FNB. Donc, elle avait au total 12 FNB. C'est pas une répartition que j'aime particulièrement parce que le secteur technologique, là, déjà surreprésenté dans l'indice américain, est encore mis plus de l'avant avec les 2 autres secteurs, soit le secteur technologique et les semi-conducteurs. Mais, je disais qu'elle avait sûrement fait 5 fois plus de rendement que moi dans les 2 dernières années. Donc, je suis qui pour dire que c'est pas une bonne stratégie. Il faut toutefois pas oublier que le passé est pas garant de l'avenir. Personnellement, je prendrais quelques gains déjà obtenus pour mieux diversifier mon portefeuille. À toi de voir ta répartition, mais je vois pas de marchés internationaux, par exemple, dans ton portefeuille, sauf par l'entremise de tes technologies globales là, ou de quoi du genre dans le FNB TEC, Tech. Bref, je disais que j'allais laisser réfléchir à sa répartition. C'est dans ses mains à elle. Moi, je suis un peu plus pout-pout tranquille à long terme. Là. Dans tous les cas, même si elle garde cette répartition-là identique, donc 27 semi-conducteurs, 43 technologiques et 30 indices américains, je disais, tu peux bien garder cette stratégie-là, c'est correct,
mais choisis un seul FNB par indice désiré. Par exemple, dans tes semi-conducteurs, si le meilleur FNB selon toi après tes devoirs, c'est PSI, PSI, ben, va juste tout mettre ton 27% dans PSI au lieu d'avoir 3 FNB. Même chose pour le secteur technologique, exemple avec QQC ou XUU pour l'indice américain. Comme ça, ben, on va avoir la même stratégie, mais avec 3 FNB au lieu de 12. Donc, choisis tout simplement le meilleur dans chacune de tes catégories selon tes besoins et ton profil. Question 4, Marianne. Marianne m'écrit Salut FF, ça fait un petit moment qu'elle m'avait pas écrit, qu'elle me disait. Je me rappelle, là, voilà une couple d'épisodes des abonnés, Marianne avait comme 3-4 questions de suite. Donc, elle m'a réécrit, je dis récemment, là, elle m'avait réécrit récemment à l'époque. Elle dit qu'elle avait une petite question à propos des FNB indiciels. Grâce à ton aide l'année dernière, j'ai ouvert un CELIAP avec Questrade et contribué le maximum permis. J'ai mis un autre 8000 de côté cette année pour contribuer et je me demandais comment trouver les meilleurs FNB indiciels. En ce moment, je suis 100% dans cash.to et je me demandais si je pouvais faire mieux avec mon investissement. Et tu l'as sûrement déjà répondu dans un podcast en particulier et tu pourrais peut-être simplement me référer à quel podcast je vais aller l'écouter pour savoir c'est quoi ta stratégie. Mais je me demande, vu que les FNB indiciels sont quand même safe et un bon rendement en général, comment on trouve les différents FNB indiciels et comment on les compare avec d'autres? Merci beaucoup, encore une fois, merci pour ton podcast, ton très bon podcast. J'apprécie énormément tout ce que tu fais pour nous avec celui-ci. Je répondais Salut Marianne, ça faisait en effet un petit bout, content de voir que tes choses se passent bien. Pour ton CELIAP, ça dépend de l'horizon de temps avant d'acheter. Donc, j'ai dit que j'allais faire un épisode en janvier sur ça, donc il a déjà été fait pour vous, c'est l'épisode 116, mais en gros, en bas de 3 ans, cash.to, c'est parfait. En passant, là, je dis toujours cash.to, mais c'est cash C sur les plateformes de courtage. À long terme, Marianne disait que les FNB sont safe et ont de bons rendements. Les FNB indiciels vont être safe, mais pas à court moyen terme. Ils vont être safe à long terme parce que la volatilité peut affecter ton capital sur 3, 4, 5, 7 ans. Mais pour répondre à cette question, tout ce que je fais pour comparer les FNB, j'écris simplement, par exemple, sur Google, meilleur FNB canadien SP500, mettons, puis je compare ensuite les rendements et les frais de gestion de ceux proposés. Sinon, ben, tu peux juste comparer les principaux produits des principaux joueurs du secteur, là, donc Vanguard, iShares, BMO, Fidelity, etc. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Je sors les 4-5 principaux, je les compare et je choisis le meilleur selon mes besoins. Donc, dans mon cas, j'ai 4 besoins. Un pour l'indice américain, un pour l'indice canadien, un pour l'indice international et un pour l'indice marché émergent. Donc, j'ai choisi à l'époque le meilleur dans chaque catégorie et je révise ça à chaque année, mais pour faire le changement. Donc, pour changer, exemple, tout mon XUU vers un autre FNB indiciel américain, mais il faudrait vraiment, exemple vers VFV, mais il faudrait vraiment qu'il y ait des grosses différences parce que je ne commencerai pas à chaque année à changer 50, 60 000 pièces de chaque côté avec des frais de transaction juste pour un 0,05% de différence sur un an. Donc, si dans 3-4 ans, je me rends compte qu'il y a un autre FNB qui a toujours été mis meilleur finalement à cause de sa répartition que lui que j'ai présentement, là, je vais y penser. Mais je ne fais pas ces changements-là chaque année, même si je fais mes devoirs chaque année pour m'assurer que le FNB dans lequel je suis investi continue d'être un des meilleurs. Dernière question. Question 5 de Jasmin. Salut, j'ai pris mon abonnement sur Spotify aujourd'hui. J'ai déjà une question d'auditeur pour toi. Les REITs sont des titres avec des gros dividendes. Donc, un des miens, Plaza Retail REIT, donc PLZ-UN, a un payout ratio de 270%. J'ai juste un petit peu d'action dans l'entreprise, mais ma question, c'est comment une entreprise peut fonctionner avec ce genre de statistiques-là? Donc, j'ai répondu à Jasmin, mais avant, juste vous rappeler, les REITs, souvent, en fait, toujours, c'est des FNB dans l'immobilier. Donc, souvent, ça va être une compagnie de gestion qui a plusieurs appartements, donc il y a du commercial, il y a du résidentiel, etc. Donc, c'est une compagnie qui a beaucoup d'immobilier et ils vont avoir des actionnaires. Donc, au lieu d'aller financer, exemple, avec des prêteurs privés, ben, ils sont sur le marché public, la bourse. Donc, vous donnez des sous aux REITs, eux peuvent acheter des loyers, des buildings, et avec les loyers, ben, ils vous redonnent du dividende. Donc, c'est comme si vous étiez propriétaire un peu d'immobilier.
Et quand on parle de... J'ai vraiment mal expliqué ça, mais j'espère que vous comprenez c'est quoi des REITs. Et le payout ratio de 270%, payout ratio, c'est quoi le pourcentage des profits qui sont redonnés en dividendes. Donc, habituellement, on essaie d'avoir un 50-60%, mais là, on voit que c'est du 270%. Donc, c'est comme si la compagnie s'endettait pour pouvoir donner du dividende aux actionnaires. Et la question à Jasmin est pertinente. Comment une compagnie peut survivre avec 270% de payout ratio? Donc, ma réponse à la question de Jasmin, c'est que les REITs, ce type de produit-là, ben, sont obligés de verser 90% de leurs revenus imposables, ce qui va mener automatiquement à un payout ratio élevé pour ce genre de produit-là. Donc, les revenus peuvent être aussi cycliques. Donc, si les revenus d'un REIT baissent pendant quelque temps, exemple à cause des taux d'intérêt qui sont montés lorsque j'ai répondu à Jasmin en novembre 2024, ben, le REIT peut décider de maintenir son dividende, ce qui va augmenter le payout ratio. Donc, si tu avais un payout ratio de 90%, mais que tes revenus baissent et que tu gardes le même dividende à tes actionnaires, ben, ton payout ratio peut doubler et même plus. Enfin, il y a certains REITs qui peuvent investir dans des projets qui ne rapportent pas à long terme, ce qui va sacrifier une partie de leurs revenus actuels et le payout ratio va donc augmenter si le dividende demeure le même. Donc, une compagnie qui dit, bon, mais nous, il faut acheter cet immeuble-là, il faut s'endetter, bien, ça va augmenter le payout ratio, même si ce projet-là est peut-être rentable à long terme, mais peut-être pas à court terme. Donc, pour les REITs, un payout ratio élevé, ça fait un peu partie de la game. Il faut quand même rester attentif là, à la santé financière de l'entreprise et rester à l'affût sur les signaux d'alarme qui montreraient que le dividende ne peut pas être maintenu à long terme. Donc, pour un REIT, un payout ratio raisonnable, c'est entre 70 et 90% là, selon ce que j'ai lu et entendu ici et là. Plus haut que ça, il faut faire ses devoirs pour être sûr que c'est un passage temporaire et explicable. La même explication là, peut se retrouver aussi pour les télécoms comme Bell, Vidéotron, par exemple, qui se retrouvent aussi parfois avec des payout ratios élevés parce qu'ils doivent investir massivement dans des projets de développement. Le danger pour ces compagnies-là, comme les REITs et les télécoms, c'est de trouver le juste équilibre entre investissement pour les revenus futurs et cash flow actuel pour supporter le dividende. Donc, les télécoms ont des revenus plus stables que les REITs, par contre, avec des abonnements là, qui reviennent plus souvent. Mais en fait, qui reviennent régulièrement. Pour les autres secteurs, vite de même, j'en vois pas trop dans lesquels un ratio plus élevé que 100% pourrait s'expliquer, là, à moins d'acheter une autre entreprise à une année précise, donc de grossir par acquisition, là. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Il faut donc creuser un peu plus pour savoir pourquoi, mais ça s'explique souvent pour un REIT, pourquoi le payout ratio peut être un peu plus élevé que la normale. Attention, si ce payout ratio-là est dû à un financement du dividende par l'endettement, c'est vraiment pas super. Si c'est à cause d'une raison plus logique comme une charge exceptionnelle là, qui arrive une fois pour investir ou si une baisse des revenus est momentanée, ben là, c'est à toi de voir ce que tu tolères. Donc voilà, je disais que j'allais pas faire l'analyse précise là, de PLZ.UN, là, le risque qui me parlait. Je disais de creuser plus loin de son côté pour voir ce qui est acceptable ou non dans le payout ratio de ces REITs à lui. Mais c'est vraiment les grandes lignes là, qui peuvent expliquer pourquoi on se retrouve des fois avec des ratios là, en haut de 100% et même parfois 200-300%. Donc c'est pas mal ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci encore pour votre soutien, puis on se voit mardi prochain pour le prochain épisode régulier. Ciao, ciao.